Rebonjour à celles et ceux qui ont voyagé à travers le tarot. Ah. Bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte, Aïssa. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour en apprendre un peu plus sur le tarot, l'oracle, c'est quoi les différents tarots, c'est quoi les origines un petit peu du tarot et la différence avec l'oracle. Ce sera une vidéo, je vais vous expliquer un petit peu plus c'est quoi les origines du tarot, d'où est-ce que ça vient, un petit peu la structure de comment est-ce que ça fonctionne, mais on va rester un peu en surface parce que j'ai une super bonne nouvelle pour vous. J'ai enfin créé la masterclass sur le sujet, ça y est, j'ai une full masterclass pour vous apprendre à utiliser le tarot dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais si vous voulez vraiment apprendre comment est-ce que ça fonctionne et vous-même apprendre à tirer les cartes et tout, ce sera dans la description et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour l'annoncement. Mais voilà, comme toujours, vous avez les chapitres dans la description pour pouvoir passer à la partie qui vous intéresse. Alors, let's get it, let's go. Première partie, donc, le tarot de Marseille. C'est quoi le tarot de Marseille et d'où est-ce que ça vient? Le tarot de Marseille, c'est un jeu qui a été créé environ, aux environs du 14e siècle. On n'est pas sûr, genre ça a probablement été créé un peu avant ça, mais les premières mentions datent du 14e siècle. Il a été utilisé à cette période et bien après jusqu'à aujourd'hui encore comme outil divinatoire, mais aussi comme jeu de cartes, littéralement juste pour jouer aux cartes avec tes amis. Comme outil divinatoire, ça veut donc dire qu'on l'utilisait pour pouvoir prédire, comprendre, deviner, essayer de voir en avance certains événements ou avoir accès à du savoir qui n'est pas accessible au cerveau conscient, on va dire. Le tarot de Marseille est composé de 78 cartes. C'est presque systématique, ce sera toujours 78 cartes divisées en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est les arcanes majeures qui sont numérotées de 0 jusqu'à 21. Et la deuxième catégorie, c'est les arcanes mineures composées des 56 autres cartes restantes. Quand on l'utilise comme outil divinatoire, du coup, les arcanes majeures, ça va être les parties de ta vie qui ont le plus d'influence. Les gros moments, les dramas, les trucs hyper importants qui vont se passer dans ta vie vont être symbolisés par les arcanes majeures. Leur imagerie est souvent empruntée à la Bible. On a des figures comme le pape, la papesse, on a le jugement avec ses trompettes du jugement dernier là, on a Tempérance qui représente un ange. Donc sur ces arcanes majeures, on retrouve différents personnages dont les couleurs qui sont utilisées, les jeux de regard, les positions nous donnent des indications, nous donnent des informations sur ce qu'on cherche à comprendre. Donc ça, c'était pour les arcanes majeures. Maintenant, pour les arcanes mineures, elles sont elles-mêmes divisées en 4 catégories qu'on appelle souvent 4 couleurs. Donc, on va avoir les bâtons qui représentent le centre sexuel, le centre énergétique, le centre créatif et qui est souvent associé à l'élément feu. On va avoir les épées qui sont le centre institutionnel, le centre intellectuel et qui sont associés à l'élément air. On a les coupes qui sont associées au centre émotionnel, au centre des émotions, des sentiments, associés à l'élément eau. Et en dernier, on a les deniers qui ont ensuite été renommés les pentacles, qui sont associés à l'élément corporel, le centre matériel et qui est également à polarité féminine. Ces arcanes mineures sont numérotées de l'As, qui représente donc le 1, jusqu'au numéro 10. Et ensuite, elles sont suivies de 4 personnages qu'on appelle les figures ou bien les honneurs. Donc, on a le valet, le roi, le chevalier et la reine. Je pense que si vous avez joué à peu près n'importe quel jeu de cartes, n'importe quel jeu de tarot, vous les connaissez, ces personnages, c'est exactement les mêmes personnages. Ensemble, du coup, ces 56 arcanes... Ensemble, du coup, ces 56 arcanes mineurs vont représenter les aspects les plus mondains, un peu plus matériels, un peu plus de tous les jours de la vie. Et sur chacune de ces cartes, on va trouver du coup les éléments qu'ils représentent. Donc tu vas avoir une épée pour l'As, tu vas avoir 3 épées pour le 3 d'épée, le 5 denier pour le 5 de denier, et voilà. Et c'est justement pour ça que le tarot de Marseille, c'est pas celui qu'on va retrouver la plupart du temps. Quand tu vas dans un magasin d'ésotérisme ou quand tu vas dans le rayon ésotérisme d'un magasin, dans une librairie ou quelque chose comme ça, généralement ce que tu vas retrouver, ce n'est pas un tarot de Marseille parce que il est jugé comme étant moins accessible pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, même pour quelqu'un qui s'y connaît en vrai. Autant sur les arcanes majeures, tu as des personnages qui t'aident vraiment à comprendre la signification avec des symboliques, des couleurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais sur les arcanes mineures, tu as que l'élément qui est représenté et c'est moins facile à comprendre, mais je vous expliquerai un petit peu après du coup qu'est-ce qu'on retrouve dans la plupart des magasins.
Personnellement, j'ai appris à utiliser le tarot de Marseille quand j'ai commencé à apprendre à utiliser le tarot avec le livre de Alexandro Jodorowsky dont je vous ai déjà parlé, dont je vous parle justement dans la masterclass. Mais dans ce livre, du coup, il prenait le tarot comme un tout, comme une histoire qui se développe avec une structure et j'ai trouvé ça hyper intuitif et super facile à comprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur du tarot de Marseille parce que voilà, genre quand tu regardes les arcanes mineurs, c'est des pièces qui sont dessinées dessus ou bien c'est des épées ou bien c'est juste des bâtons sans signification. On a l'impression qu'il n'y a pas de signification particulière, mais moi je suis pas d'accord. Genre je trouve qu'elles sont justement hyper intuitives et faciles à comprendre une fois qu'on a compris comment est-ce que ça fonctionne. En tout cas, le tarot de Marseille avec ses 78 cartes est censé englober l'entièreté, la totalité de l'expérience humaine jusque dans ses plus petites nuances. Et du coup, quelqu'un qui est tarologue, quelqu'un qui est cartomancien, cartomancienne, c'est quelqu'un qui utilise les cartes du tarot en utilisant leur signification, le sens qu'elles donnent pour répondre à des questions qu'on lui pose pour faire de la divination. Mais gardez toujours en tête que la propre sensibilité et la propre intuition de la personne qui lit les cartes jouent aussi énormément. Moi, je trouve ça super important de garder ta sensibilité aux cartes, aux définitions et tout. Et surtout d'avoir l'esprit fluide, d'avoir l'esprit libre. Il n'y a pas une définition ou 2 ou 3 définitions pour chaque carte. C'est quelque chose de fluide, qui est en mouvement, qui change tout le temps. Et je trouve ça incroyable. Maintenant, quel est le tarot de Rider-Waite-Smith? Alors, c'est un tarot qui est venu un petit peu plus tard. Il me semble que c'était vers le 18e siècle et qui reprend en grande partie la structure du tarot de Marseille. Donc c'est aussi 78 cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineures, mais il y a quelques changements qui ont été apportés. Il est d'ailleurs presque toujours attribué à Arthur Edward Waite, donc on appelle le tarot de Rider-Waite, mais il l'a créé en collaboration avec Amela Coleman Smith, donc c'est pour ça que moi j'ai dit le Rider-Waite-Smith, parce que cette pauvre dame est constamment oubliée, éjectée de l'équation alors qu'elle a aussi participé. Mais du coup, Waite et Smith étaient deux occultistes qui ont changé quelques petites choses dans le tarot pour rapprocher la définition du tarot de leur pratique occulte et aussi pour calmer un petit peu la Bible, l'Église, qui était pas super contente de voir des mentions de figures religieuses être utilisées dans quelque chose de profane comme le tarot de divination en fait. Donc on a les figures religieuses qui ont été retirées. Maintenant la carte de la papesse n'est plus la papesse mais la grande prêtresse. Le pape est devenu l'hiérophante. L'arcane numéro 13 qui jusque-là était appelée l'arcane sans nom devient la mort et elle vous fait paniquer toujours quand elle vous sort en consultation alors qu'elle n'a pas forcément une connotation négative. On a la justice et la force qui ont échangé de place. Dans le tarot de Marseille, du coup, la justice c'est le numéro 8 et la force c'est le numéro 11, alors que dans le Rider-Waite-Smith, ça a été échangé. Donc la force c'est le numéro 8 et la justice est le numéro 11. Mais l'un des plus gros changements qui a été effectué, c'est que maintenant, toutes les arcanes mineures sont également illustrées avec des personnages aussi, exactement comme les arcanes majeures. Donc là aussi, avec les positions, avec le nombre de personnages, avec la symbolique, c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus flagrant à l'œil quand on regarde, d'essayer de comprendre quelle est la signification de la carte. C'est donc pour ça que c'est souvent le Rider-Waite-Smith que vous allez trouver dans les magasins parce que, je sais pas, c'est jugé comme étant plus accessible et plus facile et du coup les gens mettent un peu de côté le tarot de Marseille en disant que voilà, c'est trop difficile à comprendre, que c'est pas parlant, que ça n'a pas de signification. Aussi, des fois, il y a des accusations que ce serait sexiste, que ce serait trop daté et tout, mais tout ça, on y plonge encore une fois dans la masterclass que je vous mettrai dans la description pour ceux qui ont voyagé à travers le tarot déjà. Le truc avec les cartes de Rider-Waite-Smith qui ont été changées, les arcanes mineures qui ont été complètement illustrées, c'est que leur sens a aussi un peu changé. Ce n'est pas exactement la même définition pour les arcanes mineures. Autant pour les arcanes majeures, je pense que les différences sont extrêmement minimes, voire inexistantes. Autant pour les arcanes mineures, ça change quand même pas mal. On reste un petit peu sur la même structure, mais le sens est souvent accentué, parfois un peu nuancé, parfois je trouve malheureusement un peu empiré. Il y a des cartes avec des imageries qui sont assez fortes, qui souvent sortent quelque chose d'assez négatif que je trouve un peu dommage personnellement. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu l'image du 3 d'épée, où c'est 3 épées comme ça qui sont plantées dans un cœur, parfois un peu sanglant et tout, que les gens qui évoquent souvent quelque chose d'assez négatif, alors que dans le tarot de Marseille, il n'y a pas du tout cette imagerie-là, c'est 3 épées, juste il faut savoir comprendre un peu avec les plantes, avec les feuilles qui entourent, qu'est-ce que ça veut dire, alors qu'on a une image assez précise
qui sort quand on voit 3 épées qui transpercent un cœur. C'est pour ça que dans la masterclass que j'ai créée, je vous apprends à utiliser le tarot de Marseille, parce que comme ça vous n'avez pas d'idée préconçue sur la définition de certaines cartes, alors qu'avec le Rider-Waite-Smith, ensuite vous avez voilà un des sens particuliers qui est accentué, qui sera généralement toujours le même. Et donc voilà, je préfère que vous arriviez d'abord avec un cœur ouvert, avec un cœur pur, avec un cœur qui accepte, et ensuite que si vous avez envie d'utiliser un Rider-Waite-Smith, que vous puissiez vous habituer avec l'imagerie de ce tarot-là en particulier. Mais voilà, à retenir, donc le Rider-Waite-Smith est calé sur le tarot de Marseille avec des significations qui se rapprochent plus de la Kabbale, de l'occultisme, parce que ses créateurs étaient de grands occultistes. Maintenant, c'est quoi un oracle? Du coup, c'est quoi la différence entre un tarot et un oracle? C'est l'une des questions que j'entends le plus souvent. Et bien écoutez, déjà un oracle de base, on utilisait ce mot pour parler d'une personne qui a des capacités divinatoires, quelqu'un qui peut prédire l'avenir, quelqu'un qui peut avoir accès à des informations qui viennent du tissu de l'univers. Mais aujourd'hui, bien évidemment, ce mot est beaucoup moins utilisé pour parler de ça, et un oracle, c'est surtout pour parler d'un jeu de cartes. Du coup, c'est aussi un outil divinatoire, mais il est absolument pas cantonné aux règles que je vous ai dit plus tôt, avec les 78 cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineures et tout. Absolument pas, c'est un jeu que tu peux créer avec ta propre sensibilité. Donc tu crées un oracle, quelqu'un va créer, pas forcément toi, hein, mais quelqu'un va créer un oracle avec un thème qui lui tient à cœur. Donc un oracle des anges, un oracle de la forêt, un oracle de l'alchimie, je sais pas, tout ce que tu veux. Et le sens, la signification des cartes est entièrement à la charge de la personne qui crée l'oracle en lui-même avec son illustrateur ou son illustratrice. Très souvent, un cartomancien ou une cartomancienne va utiliser les oracles en complémentarité avec un tarot pour répondre à des questions dans une consultation. Par exemple, moi j'utilise souvent mon oracle en plus de mon tarot pour délimiter un petit peu le thème, et ça m'aide à canaliser les messages de façon un peu plus intuitive, parce que il n'y a pas toute une signification derrière. Souvent les cartes oracles, moi je les prends et j'en fais ma propre définition. Dans les jeux de cartes que j'ai 2 tarots, un tarot des dragons et un tarot des corbeaux, où même si je canalise énormément les messages dessus, vu que je suis tarologue médium, donc je reçois beaucoup d'informations qui viennent de l'univers, en plus des informations qui viennent des cartes, mais j'utilise aussi un oracle derrière, mon oracle des dragons aussi, j'ai mon oracle des cartes de Sakura, chasseuse de cartes, voilà, parce que c'est des thèmes qui me parlent énormément, et ça me permet de canaliser hyper facilement et de façon que j'estime assez efficace pour compléter le plus possible le message que je vous transmets. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai posté un énorme pique-card où j'utilise presque toutes les cartes que j'ai, si vous avez envie de jeter un œil après l'éclipse en bélier de zinzin qu'on a eu là, pour savoir quelle est l'influence qui va avoir lieu dans votre vie pendant les 3 prochaines années. Donc, jetez un œil. Comment choisir ton tarot ou ton oracle si tu n'en as pas encore en ta possession? C'est extrêmement simple, la chose la plus importante, c'est ton intuition. C'est ce qui te parle, c'est ce qui t'attire quand tu vas dans ta librairie, dans ton magasin, dans ton vendeur de livres ou de trucs ésotériques ou peu importe. Il faut vraiment que tu te sentes attiré par les différents thèmes. Qu'est-ce que je raconte? Aujourd'hui, tu as des centaines et des centaines de tarots et d'oracles sur des thèmes différents qui sont disponibles dans les magasins, et c'est vraiment ce qui t'attire le plus. Moi, je vous ai dit plutôt que j'ai des tarots et des oracles sur les thèmes des dragons, des corbeaux, et sur les cartes de Sakura, chasseuse de cartes, parce que c'est des thèmes qui me parlent énormément. Les dragons, les corbeaux, c'est dans mon chemin spirituel depuis que je l'ai commencé. Les cartes de Sakura, c'est juste un animé que je regarde depuis que je suis enfant et que j'adore, et je l'avais acheté de base en convention, juste pour faire de la décoration, et j'ai commencé ensuite à l'utiliser comme outil de divination. Je te conseille donc, quand tu vas en magasin, de pouvoir regarder les cartes, de pouvoir les observer, de pouvoir même les feuilleter. Je sais qu'il n'y a pas toujours un modèle d'exposition qui est disponible, et moi, c'est pas très bien, mais j'ouvre en fait, genre même si elles sont entourées de plastique et tout, j'ouvre. De toute façon, il y a quand même un code barre qui est sur la boîte pour pouvoir les regarder, les observer, les cartes, chacune leur tour, parce que je trouve ça trop important de pouvoir toutes les voir et voir si elles me parlent vraiment avant d'aller les acheter. Donc aujourd'hui, tu vas trouver des tarots qui sont sur le thème d'animaux fantastiques, sur le thème des anges. Tu vas trouver des tarots queer, des tarots avec des personnages racisés, avec des sirènes, avec un monde sous-marin, avec la forêt, avec tout ce que tu veux. Et je trouve ça super cool. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour chacun et chacune d'entre nous.
Et vu que de toute façon, la plupart du temps, quand tu achètes un tarot, un oracle, si tu t'y connais pas, ça va d'abord être un outil d'exploration de toi-même avant d'être un truc que tu vas utiliser pour les autres gens, bah autant que t'en prennes un sur un thème qui te parle vraiment, qui te plaît, ou t'aimes regarder les cartes, ou t'aimes voir les cartes que tu tires. Ensuite, une fois que tu l'as acheté, je te conseille vraiment de le purifier, de le nettoyer énergétiquement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu dans les mains avant qu'il ne t'arrive à toi. Il y a beaucoup d'énergie qui sont déposées dessus. Il y a le transporteur, il y a le fabricant, il y a le redistributeur, il y a les sauvages comme moi qui vont l'ouvrir dans le magasin pour toucher toutes les cartes pour voir si ça leur plaît ou pas. Donc vraiment, purifie-le avec de la fumée d'encens, avec de la fumée d'herbe que tu feras brûler, avec des cristaux si t'en as chez toi, mais je suis quand même assez contre l'achat de cristaux en général, mais ça je t'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo qui arrive, j'espère très bientôt. Mais voilà, purifie-le, débarrasse-le des énergies des personnes qui l'ont déposé dessus accidentellement en règle générale, et ensuite approprie-le toi, donc étudie-le, passe du temps avec, mets-le à côté de toi, à côté de ton oreiller quand tu dors. Tu peux le mettre dans ton sac quand tu décides d'aller faire une balade en forêt, d'aller faire des courses, même si tu as de la place et tout. Vraiment que vos énergies s'habituent l'un à l'autre et que vous puissiez comme ça apprendre à vous connaître, parce que moi je vois ça comme un truc vraiment vivant, qui évolue, qui change, avec lequel j'ai un dialogue. T'as pratiquement systématiquement un livre qui est vendu, un petit livret qui est vendu avec ton tarot ou ton oracle, où dedans tu vas avoir la définition des cartes, donc lis-le. Même si tu achètes par exemple plusieurs tarots, je relis à chaque fois le livret, déjà juste pour réviser mes cartes, et aussi parce que selon l'artiste, selon la personne qui a créé, selon les imageries qui sont données, il peut y avoir des petites spécificités ou des petites nuances qui sont ajoutées, et comme ça enrichit en fait ton vocabulaire de tarologue ou de cartomancien à chaque fois que tu en apprends, que tu apprends des nouvelles choses sur le sujet. Et enfin, encore une fois, garde en tête que c'est super important de garder ta sensibilité et ta flexibilité par rapport aux cartes. Quand tu vas avoir un tirage de cartes, tu peux mettre 2 tarologues ensemble, tu peux même mettre 100 tarologues ensemble dans une pièce et tout le monde ne va pas avoir exactement la même réponse à te donner selon les cartes qui sont sorties. Évidemment, il va y avoir un thème général, mais chacun et chacune d'entre eux va pouvoir sortir une réponse avec sa propre nuance, avec sa propre différence, parce que chacun a sa propre sensibilité au tarot et aux oracles. Donc prends ton temps, sois détendu et amuse-toi bien avec tout ça. Maintenant que tu sais c'est quoi la différence entre les tarots et les oracles, le Marseille, le Rider-Waite-Smith ou bien un oracle ou quoi, et que tu as peut-être envie maintenant de t'y mettre et d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les fondements, quelles sont les définitions données à certaines cartes, je te propose encore une fois la masterclass que j'ai créée. Elle est disponible sur mon Ko-fi, tu auras le lien dans la description pour pouvoir y accéder, pour pouvoir l'acheter et pour pouvoir enfin apprendre aussi à utiliser les cartes du tarot. Du coup, je l'ai fait en 2 parties. La première partie qui est sortie pour l'instant, c'est la structure générale du tarot et les arcanes majeurs. On va explorer ensemble chacune des arcanes majeures avec leur définition, leur sens, comment est-ce que ça fonctionne. Je vous en dis du coup sur le tarot de Marseille, mais je vous apprends aussi un petit peu comment est-ce que ça fonctionne avec le Rider-Waite-Smith. Je suis très fière de cette masterclass. J'ai passé vraiment des semaines tout entières à travailler dessus. Elle aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais je voulais qu'elle soit vraiment le plus raffinée possible et que vous ayez le plus d'informations possible, vraiment que vous en ayez pour votre argent quand vous décidez de l'acheter. Moi, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans que je tire les cartes de tarot, parce que l'oracle, ça fait 6 ans, 7 ans. Ouais, ça va faire 7 ans que j'utilise des oracles, mais le tarot, vraiment, ça fait 3 ans que j'utilise. J'ai fait pas mal de consultations. Vous avez des tirages ici qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube gratuite si vous avez envie de jeter un œil. Je fais aussi des petits tirages de cartes sur mon Instagram que vous pouvez voir. Et puis, je fais des consultations. Je vais souvent à des événements où je tire les cartes avec vous en live, en direct. Je vais d'ailleurs en faire un ce soir, putain, au moment où je filme cette vidéo, c'est ce soir que je pars au Cabaret des Merveilles, petit bar queer, pour aller tirer les cartes avec vous. Donc voilà, j'espère pouvoir vous voir aussi face à face. Je sais qu'il y a des gens qui regarderont cette vidéo qui m'auront vu à ce moment-là. Mais voilà. Allez jeter un œil à cette masterclass, vraiment j'en suis très fière, ça vous permettra aussi de me soutenir si vous en avez envie, et ça vous condense un savoir que moi j'ai raffiné pendant 3 ans, ça vous permet de prendre un raccourci et d'aller beaucoup plus vite. Et voilà, encore une fois j'en suis vraiment très fière, j'ai trop hâte d'avoir vos retours dessus. Donc on se dit à très bientôt pour ceux qui décideront de voyager à travers le tarot. Gros bisous.